C'est un texte de Rabelais, auteur du XVIe siècle, humaniste et évangélique, et c'est un texte qui vient de Gargantua, son œuvre sans doute la plus connue. C'en est le prologue, et c'est un prologue qui, comme prologue, s'adresse au lecteur et essaye de présenter ce livre qui va réfléchir sur le savoir. À présent, nous allons passer à la lecture. Buveur très illustre, et vous, vérolé très précieux, car c'est à vous, non aux autres, que je dédie mes écrits. Alcibiade, dans un dialogue de Platon intitulé Le banquet, faisant l'éloge de son précepteur Socrate, sans conteste le prince des philosophes, déclare entre autres choses qu'il est semblable aux Silènes. Et nous allons voir donc comment dans ce prologue grotesque, il y a une introduction à cette œuvre Gargantua et à ses multiples lectures. Et nous étudierons cela selon 3 mouvements. Tout d'abord l'apostrophe au lecteur qui introduit le texte, la première ligne du texte, puis ensuite toute la suite du paragraphe, c'est l'évocation de Socrate et des Silènes. Et enfin le deuxième paragraphe effectue le rapprochement entre Socrate et les Silènes et le livre que nous nous apprêtons à lire. Donc cette apostrophe est immédiatement surprenante et en quelque sorte sélectionne le lectorat de ce livre, puisque c'est un lectorat qui doit être prêt à rire, vu l'apostrophe incongrue, buveur très illustre, vérolé très précieux, une apostrophe qui semble nous insulter, mais en même temps une apostrophe assez oxymorique, puisque les buveurs sont très illustres, et les vérolés très précieux, ce qui est contradictoire. Ce qui donc avertit le lecteur que le livre qu'il s'apprête à lire est un livre qui risque de le bousculer, qui risque de se montrer paradoxal, et qui nécessitera donc une ouverture d'esprit. Ce qui nous amène donc ensuite à la présentation de Socrate et des Silènes, qui est inspirée donc d'un extrait du Banquet de Platon, dans lequel Alcibiade, beau jeune homme, fait l'éloge de son précepteur et amant Socrate. Ça permet par la même occasion à Rabelais de rappeler une phrase de Platon lui-même dans La République, dans laquelle il souhaite que les philosophes soient princes et les princes soient philosophes. Pour lui, c'est le gouvernement idéal. Or, à la Renaissance, on redécouvre Platon, on s'intéresse beaucoup à Platon, et justement, quand on dit de Socrate qu'il est le prince des philosophes, il y a une allusion à cette citation de Platon, qui rappelle qu'un des grands soucis de Rabelais, c'est d'instruire. Instruire, non pas seulement chaque homme, mais aussi le roi. Et démarre donc la comparaison entre Socrate et les Silènes, qui permettra ensuite une comparaison entre Socrate et le livre. La définition des Silènes est surprenante, puisqu'elles sont définies comme de petites boîtes comme celles que nous voyons à présent dans les boutiques des apothicaires. Or, dans le banquet de Platon, les Silènes ne sont pas des petites boîtes, mais des statuettes. Il y a donc ici une erreur voulue de la part de Rabelais, qui doit inciter le lecteur cultivé à être méfiant vis-à-vis de ce narrateur qui est prêt à nous raconter des choses fausses. Ce qui reviendra régulièrement dans l'œuvre, d'ailleurs. Donc dès le départ, en fait, dès cette définition qui quasiment introduit le texte, nous voyons que nous avons affaire à un narrateur qui nous invite à un nouveau type de lecture, à une lecture plus intelligente. Ensuite, la présentation de ces Silènes se caractérise tout d'abord par l'extérieur, avec une énumération de figures grotesques, les harpies, satyres, oisons bridées, lièvres cornus, etc. Toutes des figures faites pour rire, plus ou moins difformes ou étranges, qui placent ce livre sous le signe du grotesque et aussi du vain, puisque on a une allusion à Bacchus, quand on rappelle que Silène, qui a donné son nom aux Silènes et les boîtes, Silène était en effet le maître de Bacchus, et Silène était toujours représenté de fait comme un vieillard ivre. Donc ici, il y a le vin et le rire qui semblent caractériser l'extérieur de ces boîtes. Et cela va s'opposer à l'intérieur de ces boîtes, avec une énumération. Les drogues fines, le baume, l'ambre gris, la mauve, la civette, etc. Une énumération de matières précieuses et rares.
Évidemment, cette opposition semble marquer une différence stricte entre l'extérieur, grotesque, qui est prêt à rire, et l'intérieur, qui est précieux. Et à partir de cette distinction, on explicite la comparaison entre Socrate et les Silènes en disant que pour Socrate, c'est la même chose. Socrate leur était semblable. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il a l'extérieur qui prête à rire et l'intérieur qui est précieux. On a d'ailleurs la conjonction de subordination parce que, qui vient expliciter cette comparaison. Et nous avons ici un certain nombre d'hyperboles pour qualifier l'apparence extérieure de Socrate. Vous n'en auriez pas donné une pelure d'oignon, donc avec la négation qui montre qu'il ne vaut même pas une pelure d'oignon, ce qui est extrêmement hyperbolique. Donc le déchet d'un légume qui est assez commun. Et ensuite avec tant il était laid, l'adverbe tant qui insiste qui est un intensif. Laid de corps, d'un maintien ridicule, le nez pointu, nous avons à nouveau une énumération pour l'extérieur qui se caractérise par la laideur, la bassesse, puisque l'apparence est laide, le regard, le visage, les vêtements, etc. Et le comportement, lui, est grossier, comportement simple. Vous avez ensuite plus tard toujours riant, trinquant avec chacun, toujours se moquant, etc. Donc un comportement qui semble être commun, grossier, assez bas. Et on caractérise Socrate comme étant malheureux avec les femmes et inapte à toute fonction dans l'État. Donc non seulement il n'a pas de capacité dans l'intimité avec les femmes, mais il n'a pas non plus de capacité publique pour l'État. Il faut savoir que là aussi, nous avons un narrateur qui joue avec le lecteur, puisque Socrate, si on regarde bien ses dialogues, n'apparaît pas comme un fou, n'est pas toujours en train de rire, et s'il cache son divin savoir, ce n'est pas en passant pour un idiot, mais plutôt en disant qu'il ne sait rien, en se présentant comme un ignorant. De dire qu'il était malheureux avec les femmes alors qu'il était aimé d'Alcibiade, qui était considéré comme le plus bel homme d'Athènes, est aussi assez surprenant. Et il était marié, en plus. Donc, toutes ces petites incohérences avec la vérité viennent nous avertir que finalement la dualité qui commence à être installée entre l'extérieur et l'intérieur n'est peut-être pas si vraie que ça. Mais, pour l'instant, on a l'apparence d'une opposition entre l'extérieur, laid, ridicule, et à présent on va arriver à l'intérieur, qui, à nouveau, comme les Silènes, est caractérisé par son caractère précieux. En ouvrant cette boîte, vous y auriez trouvé une céleste et inappréciable drogue. En nous s'adressant directement à nous, en disant vous y auriez trouvé, le conditionnel passé nous permet de faire l'hypothèse que nous rencontrerions Socrate. Donc on s'imagine à l'époque de Socrate. Avec céleste drogue, céleste renvoie à divin savoir qui était juste avant. Donc il est caractérisé quand même par une sagesse, un savoir qui relève du divin. Céleste, c'est le ciel. Et ensuite nous avons à nouveau une énumération des qualités de l'âme et de l'esprit, les deux, qui sont toujours suivies de qualitatifs extrêmement amélioratifs. Intelligence plus qu'humaine, force d'âme merveilleuse, courage invincible. On est dans les superlatifs, comparatifs, superlatifs absolus, etc., qui viennent insister donc sur la grandeur de l'intériorité de Socrate, qui se distingue des autres hommes, un détachement incroyable à l'égard de tout ce pourquoi les humains veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent. Il se distingue puisque lui, il se détache de ce pourquoi les autres s'agitent vainement. Et on voit leur agitation à travers l'énumération de verbes d'action, veille, court, travaille, navigue et bataille. Des verbes qui les montrent en mouvement permanent, tout le monde est en mouvement. Et Socrate, lui, est détaché par rapport aux choses vaines de ce monde. Cette image de Socrate et des Silènes nous amène ensuite au livre de Rabelais.
Et il va nous l'expliquer, il s'adresse à nouveau à nous, il raccroche le lecteur en s'adressant à nouveau à lui. À quoi tend, à votre avis, ce prélude et coup d'essai? C'est que vous, mes bons disciples, et quelques autres fous oisifs. À nouveau, il définit ses lecteurs comme bons disciples, mais aussi fous et oisifs. Oisif est peut-être pris au sens positif antique de celui qui prend le temps de se cultiver. Et il prend pour l'enseigne extérieure le titre de l'œuvre, donc qu'il qualifie de joyeux, les joyeux titres. Tout d'un coup, ce sont les titres eux-mêmes qui deviennent joyeux, alors que c'est plutôt l'intérieur qui, a priori, est joyeux, moins le titre. Mais on comprend pourquoi est-ce qu'il parle de titres joyeux, puisqu'après, nous avons une énumération de titres. Gargantua, Pantagruel, Fesse-Pinte, La dignité des braguettes, des Pollard avec commentaires. Donc une énumération de titres, qui tout d'abord sont de véritables titres, Gargantua et Pantagruel, mais évoquant le folklore populaire, donc plutôt joyeux. Et ensuite, ce sont des titres complètement imaginaires. Fesse-Pinte, La dignité des braguettes, des Pollard, ce sont des titres qui désignent des œuvres qui n'ont jamais existé. Et donc ici, à nouveau, le narrateur s'amuse avec nous, tout en jouant, d'où la joyeuseté, mais aussi en nous invitant à la prudence. Tout ce qu'il dit n'est pas toujours digne de foi, ou en tout cas pas à prendre au mot. Il cherche à nous guider vers une bonne lecture, plus qu'à nous donner des informations. Ensuite, il va critiquer la doxa. La doxa, c'est l'opinion commune, ce que pensent les gens généralement. Vous pensez trop facilement qu'on n'y traite que de moquerie, etc. Vous pensez trop facilement, c'est la pensée facile, c'est la doxa, c'est-à-dire l'opinion. Et ici, on a une négation restrictive. On n'y traite que de moquerie, folâtrerie et joyeux mensonges. Donc cette énumération, moquerie, folâtrerie et joyeux mensonges, désignerait l'intérieur si on s'en réfère au titre. Mais le fait qu'il utilise une négation restrictive montre qu'il ne nie pas complètement en réalité les moqueries, folâtreries et joyeux mensonges. Il ne nie pas qu'il y ait ça dans Gargantua, mais il dit qu'il y a autre chose. Il nous invite à aller plus loin. Donc le rire, en fait, de l'enseigne extérieure n'est pas nié. On invite simplement à dépasser cette enseigne extérieure. On ne la nie pas complètement, puisque l'enseigne extérieure est, sans chercher plus loin, habituellement reçue comme moquerie et plaisanterie. Et ensuite, il nous rappelle qu'il ne faut pas juger sur l'extérieur. À nouveau, il insiste beaucoup là-dessus. Avec ici l'usage de deux préjugés, l'un fondé sur l'habit ne fait pas le moine, et l'autre fondé sur le pays, l'espagnol, l'hidalgo courageux et bon bretteur, que l'on peut imaginer à l'époque de Rabelais, donc au XVIe siècle. Comme si, voilà, à partir du moment où il y avait un habit de moine, c'était un moine, à partir du moment où il y avait une cape espagnole, c'était un courageux guerrier. Mais il dit, il ne faut pas s'y fier. C'est pourquoi, conséquence, conjonction de subordination, de conséquence, il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui y est traité. Donc ici, on arrive à la conclusion. Et la conclusion est assez impérative avec l'expression « il faut ». Et on a deux actions à faire, mais cette fois qui concernent l'intérieur même du livre, non plus l'extérieur, le titre. Ouvrir le livre et peser. Peser, ce qui nous annonce un peu l'attitude du chien qui va flairer l'os avant de le casser. Le chien, plus tard dans le prologue, qui flaire l'os avant de le casser pour trouver la substantifique moelle. Nous, on doit peser le livre afin de pouvoir aller jusqu'à la substantifique moelle. Et alors, vous reconnaîtrez, ici, on a un futur qui montre que l'auteur est sûr de lui, que la drogue qui y est contenue est d'une toute autre valeur que ne le promettait la boîte. C'est-à-dire que les matières ici traitées ne sont pas si folâtres que le titre le prétendait. Donc ici, il ne nie pas le caractère comique, mais il dit que ce n'est pas à ce point superficiel. En fait, tout le long, il ne nie pas le rire, mais il nie la superficialité de ce rire, finalement. Ainsi, nous avons donc pu voir que ce prologue nous invite à réfléchir sur notre lecture et à aller au-delà des apparences et à essayer de comprendre le texte pour voir ce qu'il a à nous dire, à approfondir. Mais il ne nous dit pas que l'extérieur, le rire de ce livre est un obstacle à la lecture, mais plutôt qu'il introduit à la lecture,
qu'il fait partie même de la lecture, puisque plus tard on aura l'image de la substantifique moelle, et la moelle, à l'époque de Rabelais, c'était ce qui nourrissait l'os. Donc ça veut dire que l'extérieur, l'apparence comique du livre, est nourrie par l'intérieur, c'est son sens le plus profond.